Bien le bonjour, et j'espère que vous allez bien. Selon vous, est-ce qu'un ordinateur équipé d'une intelligence artificielle pourrait me remplacer et faire un meilleur diététicien nutritionniste que moi ? Tu connais très certainement ChatGPT, l'intelligence artificielle qui est devenue incontournable ces derniers mois, qu'on s'en serve pour faire son exposé d'histoire, son discours de mariage, ou tout simplement pour se faciliter la vie au quotidien. C'est devenu un incontournable technologique. Beaucoup de médias disent que cette intelligence artificielle va remplacer certains métiers, mais est-ce que moi aussi, je dois me sentir menacé ? Vous l'aurez compris, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais lui poser 3 questions que vous pouvez peut-être vous poser sur la perte de poids, et on va voir si ces réponses sont pertinentes ou pas. Et on commence tout de suite. Alors, la première question que j'ai posée à ChatGPT, c'est une question assez large. Comment perdre le gras du ventre facilement ? Donc ChatGPT nous a fait une réponse en 4 points qu'on va analyser tout de suite. Premièrement, il nous parle d'alimentation équilibrée, de réduire les calories, de manger plus d'aliments riches en fibres, d'éviter les sucres ajoutés et les glucides raffinés, et de manger pas mal de protéines maigres. Ok, on va voir dans quelques instants ce que j'en pense. Deuxième point, il parle d'exercices réguliers, cardio, HIIT et renforcement musculaire. Pour le troisième point, il aborde cette fois l'hydratation et le sommeil, où il nous dit de boire beaucoup d'eau et de dormir suffisamment. Et pour le quatrième point, il parle de la réduction du stress, où il va nous dire que le stress est quelque chose qui peut engendrer une perte de poids plus compliquée. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Premièrement, premier point, c'est que ChatGPT va tout de suite fournir des réponses aussitôt, sans même poser d'autres questions pour avoir un peu plus de détails sur le profil de la personne qui veut perdre du poids. Son âge, son sexe, les aliments qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas, est-ce qu'elle a des problèmes de santé ou pas, est-ce qu'elle a déjà eu un passif avec la perte de poids ou pas. Bref, ce qu'on appelle un petit peu dans une consultation l'anamnèse, c'est-à-dire toutes les questions qu'on va poser au patient face à nous pour personnaliser les conseils. En dehors de ça, le premier conseil qu'il donne, c'est de manger moins de calories. Et ça m'enquiquine un tout petit peu parce que si vous suivez la chaîne, vous savez que je vous répète très souvent que pour perdre du poids de façon efficace, il ne faut pas forcément manger moins, mais surtout manger mieux. Et en plus de ça, il ne va pas avoir d'informations précises sur la personne face à lui, virtuellement, donc il dit juste manger moins de calories. Il n'a aucune idée de là où on part, ni quel est l'objectif de calories finales. Ça peut être très flou et très vague pour différentes personnes. Si vous leur dites juste de manger moins, est-ce qu'on mange 2 fois moins, 3 fois moins, un tout petit peu moins? Bref, bien évidemment, ça manque de précision. Par contre, il faut que je sois assez honnête, les 3 autres piliers qu'il va mettre en avant, plus de fibres, moins de sucre de mauvaise qualité et plus de protéines maigres, sont relativement valides. C'est des gros raccourcis et bien évidemment ça ne suffit pas, mais ce sont des choses que je vais quand même répéter assez régulièrement pour perdre du poids. Assez de fibres, je le répète souvent, les fruits, les légumes, les féculents complets, des protéines, pas forcément maigres, mais des protéines de qualité, c'est-à-dire des protéines qui ne sont pas trop industrielles, pas trop de mauvais sucre. Ok, ça à peu près tout le monde le sait. Et il a peut-être oublié un 4e point qui serait assez important, c'est l'importance du bon gras. Je pense aux oméga 3 ou ce genre de choses qui sont aussi essentielles pour perdre du poids. Pour le 2e point qui concerne l'exercice régulier, c'est pas trop mal non plus ce qu'il dit ici. Bon, ça se résume en 3 phrases et bien évidemment qu'il faudrait aller un tout petit peu plus loin, mais cette logique de ne pas avoir que du cardio et de penser aussi au renforcement musculaire, elle est plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'on va être encore une fois sur des choses qui sont très clichés, je dirais, de la perte de poids, c'est-à-dire faire du cardio d'un côté, courir ou pédaler, faire du HIIT ou alors faire de la muscu. Encore une fois, ça fonctionnera pas parce qu'il faut donner des conseils qui sont beaucoup plus personnalisés. J'ai énormément de patients en consultation ou qui sont dans les programmes Le Nutri-Scope et qui détestent courir, nager ou pédaler. C'est important, encore une fois, de bien personnaliser les conseils qu'on va donner pour l'activité physique et d'essayer de comprendre si la personne, elle préfère danser, nager ou encore faire un sport collectif. Le 3e point, boire et dormir, bien évidemment que c'est hyper important pour être en bonne santé. Et c'est un peu de la fainéantise intellectuelle qu'il nous fait ici, puisqu'il va nous dire que c'est important de boire beaucoup d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup d'eau? J'ai déjà vu des patients en consultation qui pensaient qu'il fallait boire 3 litres d'eau par jour, voire 4 en période de canicule. Bien évidemment, c'est une très mauvaise idée. Et à côté de ça, il utilise l'expression dormir suffisamment. Qu'est-ce que ça veut dire suffisamment? Pour certaines personnes, ça va être 5 heures par nuit. Pour d'autres personnes, ça va être 10. Donc encore une fois, des conseils qui sont pas assez personnalisés, pas assez précis. Et on n'a pas vraiment de solution clé en main quand on a ces 2 réponses affichées sous les yeux. Je pense même que ça peut être plus stressant, parce qu'en fait, ce qu'il nous dit, c'est des choses qu'on se répète soi-même quand on sait qu'on doit prendre sa santé. Ah bah il faut que je boive plus, ah bah il faut que je dorme mieux, ah bah il faut que je mange mieux. Bien évidemment, mais comment est-ce qu'on fait concrètement? Le 4e point, par contre, il est plutôt intéressant. Je m'attendais pas à ce qu'il parle de la réduction du stress tout de suite, alors que c'est quelque chose qui doit être
fondamentale. Il faut s'occuper de la tête avant de s'occuper du corps. C'est la tête qui commande le corps et pas vraiment l'inverse. Et cet aspect psychologique est très important dans une perte de poids. Malheureusement, encore une fois, on n'a pas de solution concrète, juste une consigne: gère ton stress. Ce qui est très compliqué quand on le subit au quotidien. Bon, la copie, elle n'est pas parfaite, mais c'est pas catastrophique non plus. Il y a quand même des points qui sont assez intéressants. Allez, je lui mettrai un 5 ou un 6 sur 20, parce que le plan, on va dire, est plutôt pas mal. La découpe des idées est plutôt pas mal, mais l'approfondissement, ça tient pas la route, pour l'instant en tout cas. Allez, on passe à la deuxième question. Une question un peu plus précise. Comment perdre rapidement le gras du ventre après la ménopause ? Encore une fois, ce bon vieux ChatGPT a divisé sa réponse en plusieurs paragraphes, et cette fois, il y en a 5. Pour le premier point, on retrouve exactement la même chose. Adopter une alimentation équilibrée, sauf que cette fois, il a retiré l'aspect calorique, donc il a retiré l'aspect quantitatif, et il parle uniquement des fibres, du sucre et des protéines. Donc on est sur une question encore plus précise, mais finalement on a des réponses qui le sont encore moins. Au niveau du point numéro 2, là il y a quelque chose qui me pose un peu problème. Je vous relis ce qu'il nous met ici. Il nous parle d'exercice cardio, ok, il l'avait déjà fait avant. Il nous parle d'entraînement de résistance, donc cette fois on a un terme qui est encore moins précis que ce qu'on avait auparavant. Personnellement, moi je comprends pas trop ce qu'il veut dire par résistance, sachant qu'on peut avoir de la résistance aussi dans les sports cardio. C'est la phase un petit peu plus compliquée que l'endurance. Et surtout, il termine par un troisième point qu'il appelle des exercices ciblés. Encore une fois, ça veut pas dire grand chose, mais quand il développe, on voit que là il y a quelque chose de problématique, parce qu'il va dire l'inverse de ce qu'il exprimait juste avant. Quand il parle d'exercices ciblés, il va parler d'abdominaux. Or, dans la question juste avant, il nous disait que les abdominaux, ça ne suffirait pas. Et même si je suis pas coach sportif, je pense que la première réponse était plutôt correcte. C'est pas du tout en vous acharnant sur les abdominaux, là vous savez, les crunchs, là, les grands classiques, que vous allez aplatir votre ventre. C'est un peu plus compliqué que ça, et moi je pense qu'il faut faire des sports qui font marcher la totalité du corps. Par exemple, la natation ou encore la danse sont d'excellents sports pour aplatir le ventre, mais surtout des sports que vous aimez. Et encore une fois, ça c'est pas du tout pris en compte dans sa réponse. Pour le troisième point, on retrouve ce qu'il nous disait juste avant, sauf que cette fois ça arrive un peu plus tôt avec la gestion du stress, même si on a une explication encore moins précise et qu'on sait pas du tout ce qu'on doit faire concrètement. Moi je suis quelqu'un d'assez stressé. Dites-moi en commentaire à quel point je le cache bien ou pas derrière mon écran. Et je trouve que c'est très pénible. J'ai entendu cette phrase toute ma vie de la part de mes profs, de la part de mes parents. Arrête de stresser, gère ton stress. Si c'était si facile, on le ferait depuis certaines années. Et en fait, avoir des conseils comme ça, je pense que ça peut amplifier le stress plutôt que le diminuer. Pour le quatrième point, il nous reparle du sommeil, mais bon, cette fois, pas de traces de l'hydratation, alors qu'effectivement, c'était plutôt pas mal d'en parler. Et là, il donne quelque chose d'assez précis, 7 à 8 heures de sommeil. Encore une fois, c'est plutôt juste, effectivement, 7 à 8 heures de sommeil pour un adulte, c'est pas mal, mais il aurait fallu s'intéresser au profil de la personne. Par exemple, est-ce qu'elle travaille en 3-8, est-ce qu'elle travaille en 12 heures, et est-ce qu'elle aime faire des petites siestes ou pas. Et enfin, le cinquième point est peut-être le plus intéressant ici, puisque finalement, il va s'avouer un petit peu vaincu, il va s'avouer un petit peu incompétent par rapport aux conseils qu'il a pu nous donner, et il va finalement terminer sa liste en nous disant d'aller consulter un professionnel de santé. Je pense que c'est quelque chose qui est programmé dans le ChatGPT quand on lui pose des questions de santé, de donner des réponses assez précises, puisque c'est ce qu'on lui demande, mais au bout d'un moment, de quand même avoir ce conseil qui revient systématiquement, aller voir un professionnel de santé, un petit peu comme on a sur certains aliments qui ont des intérêts pour la santé, où on va tout le temps avoir l'allégation. Cela ne remplace pas une alimentation de qualité, ou si vous voulez en savoir plus, mettez votre santé entre les mains d'un expert. Bon, le bilan, il est encore une fois assez mitigé, puisque dans les grandes lignes, on a des choses qui sont quand même plutôt valables. Ce qu'on peut noter, c'est que la différence entre la première et la deuxième question, c'était le fait qu'on précise ménopause. Et, je ne sais pas si c'est l'idée qu'il a eue en tête, mais le fait de retirer ce principe de restriction calorique, il est plutôt correct en fait. Plus vous allez prendre d'âge, mesdames, plus vous risquez, si vous faites des régimes à répétition, d'être exposé à quelque chose qu'on appelle de la résistance à l'insuline, c'est-à-dire une difficulté de plus en plus importante à perdre du poids si vous vous privez trop. En gros, si vous faites un régime privatif vers les 20 ou 25 ans, ça peut bien fonctionner, mais si vous le faites un peu plus tard dans votre vie, plus vous vous approchez de la ménopause, plus c'est complexe. Pour faire simple, votre corps il doit être entretenu, il ne doit pas être menacé, et le but c'est pas de manger le moins possible. Par contre, vu qu'il avait cet indice de ménopause, il aurait peut-être pu aussi nous parler un petit peu du squelette, c'est-à-dire de la santé des os. Il aurait aussi pu nous parler un tout petit peu de fonte musculaire, puisque les bras commencent à blobloter un tout petit peu dès qu'on s'approche de la ménopause. J'ai fait une vidéo sur le sujet juste ici, que je t'invite à aller voir. Et puis il aurait aussi pu nous parler un petit peu du statut hormonal, et encore une fois nous parler des bonnes graisses, avec ces graisses que j'aime beaucoup, dont je vous parle très souvent, les oméga 3. Allez, cette fois, si je devais lui donner une note, ce serait plutôt un 4 ou un 5 sur 20. On n'avance pas dans la bonne direction là. Il n'y a pas d'encouragement, on n'est pas en progrès. Bien, on passe à la troisième et à la dernière question que je lui ai posée, qui, cette fois, est bien plus précise. Cette fois, je lui ai mis du contexte.
Je suis une femme ménopausée de 55 ans. Je suis institutrice à temps plein. Comment est-ce que je peux faire pour perdre le gras du ventre facilement? On est à nouveau sur une réponse en 5 points, sauf que cette fois, il a découpé les choses de manière encore différente. On a l'alimentation équilibrée, et cette fois, finalement, il va rassembler tous ses conseils en un seul. Les fibres, les sucres ajoutés que l'on diminue et les protéines maigres qui sont importantes. L'hydratation, elle repointe le bout de son nez. Cette fois, elle arrive en 2, mais alors on a encore une fois quelque chose de très large avec cette phrase « bois beaucoup d'eau ». Beaucoup, dans la tête de 95% des gens, je suis sûr que c'est au moins 2 litres, 2 litres 5 par jour. Alors qu'on n'a pas besoin d'en boire autant, qu'on soit une femme ménopausée ou pas d'ailleurs. Il a toujours ce volet exercice physique, bien évidemment très important. Et là, il va encore une fois rassembler ces 3 conseils en un, du cardio, du renfo et des abdos. C'est exactement le même schéma que dans la question numéro 2. On a à nouveau cette histoire de gestion du stress qui arrive en point numéro 4, avec des conseils qui sont encore une fois très très larges. Et puis encore une fois, la qualité du sommeil qui revient en point numéro 5, sauf que cette fois, on n'a pas du tout de fourchette d'heures de sommeil qu'il faudrait chaque nuit. Et puis il termine avec une petite conclusion. Cette fois, il nous l'a pas mis dans l'un des points numérotés de sa réponse, mais juste à la fin, en nous disant que le mieux, c'est quand même d'aller voir un professionnel de santé. Je vais pas perdre trop de temps sur cette analyse numéro 3, parce qu'il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée en plus que sa réponse 1 ou sa réponse 2. En fait, qu'on lui donne très peu d'éléments ou qu'on rentre un peu plus dans le détail, ses réponses vont pas du tout varier. La sensation que j'ai ici, c'est que ChatGPT va avoir des réponses qui sont un petit peu préfaites. C'est-à-dire que quand on parle de perte de poids, il va y avoir des choses qui reviennent très souvent, qui sont prouvées scientifiquement. L'intérêt des fibres, manger moins de sucre, etc., etc. Et comme lui, sa méthode de travail, c'est d'aller regarder dans tout ce qu'il y a sur Internet et de donner les choses qui reviennent le plus souvent, c'est assez logique qu'on retrouve ces éléments-là. Le problème, c'est qu'on se rend bien compte que quand on pose quasiment 3 fois la même question avec des précisions différentes, on va pas du tout avoir les choses dans le même ordre, et puis il y a parfois des choses qui sortent de la liste et parfois des choses qui y reviennent alors qu'elles sont toutes aussi importantes. Je pense notamment à l'hydratation. Personnellement, je suis pas un gros utilisateur de ChatGPT. Je pense qu'il faudrait que je m'y mette, peut-être pour des tâches du quotidien, des tâches personnelles. Je sais pas encore quelle place y accorder à mon quotidien. Je sais que c'est une technologie assez importante et futuriste, donc il faut que je m'y mette. Mais malgré tout, je pensais quand même avoir des résultats beaucoup plus intéressants que ça. Je m'étais vraiment dit que plus j'affinerais les questions, plus il y aurait peut-être aussi ce système de questions-réponses où il chercherait à en savoir un peu plus sur moi, ou plutôt le moi virtuel qu'il y avait ici, c'est-à-dire la femme de 55 ans, institutrice. Par exemple, savoir s'il y a des périodes de récréation au sein desquelles on peut mettre des collations. Par exemple, savoir si on rentre très stressé le soir chez soi parce que les élèves sont pas toujours très sages. Ou encore, tout simplement, commencer en demandant quels sont vos aliments préférés et ceux que vous n'aimez pas trop, pour pouvoir aller un peu plus loin que ça et donner des conseils concrets. Et je dirais que c'est surtout ça le gros souci avec ChatGPT dans cette expérience, c'est que ces conseils sont hyper abstraits. Il n'y a pas du tout besoin d'être un expert en nutrition pour savoir tout ça. D'ailleurs, il n'en est pas un, ou ça n'en est pas un plutôt. Et finalement, on va avoir des réponses qui ne nous permettent pas de changer les choses concrètement. Moi, c'est ce que je constate tous les jours en consultation depuis 10 ans que je suis nutritionniste. Les personnes qui me demandent des conseils attendent des conseils précis, les plus personnalisés possibles. Ils n'attendent pas d'avoir des grands principes comme ça qu'ils connaissent par cœur. Bon, ce qui est plutôt cool avec cette expérience, c'est que je suis rassuré, ChatGPT ne me mettra pas au chômage demain. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus sur comment manger équilibré sans l'aide de ChatGPT, mais d'un expert en nutrition, n'hésite pas à passer sur le site lenutriscope.fr. Tu y trouveras des programmes spécifiques pour les hommes, pour les femmes et pour les femmes ménopausées, qu'elles aient 55 ans et qu'elles soient institutrices ou pas, dont le but est de vous apprendre à manger équilibré pas à pas, à votre rythme, grâce à des recettes, des menus et plus de 50 petites vidéos d'éducation alimentaire. Si cette vidéo elle vous a plu, je vous invite à laisser un like et à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!